Salut mon boy, Salut, ça va bien? ça va toi? Ouais, tranquille. Good. Bonjour tout le monde. Là, comme vous avez vu, cette semaine, on a fait une petite story pour avoir votre opinion, à savoir quel sujet on allait aborder cette semaine. On voulait changer un petit peu de registre là, par rapport au hockey, où on a fait nos 2 premières semaines là, entièrement sur le hockey. Donc, on voulait aller voir autre chose. En grande majorité, là, vous avez voté pour un petit tour d'horizon de la planète soccer. Fait que voilà, c'est sur ça qu'on va pouvoir débattre et jaser aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, Arnaud, je te laisse présenter nos deux invités spéciaux d'aujourd'hui. Ok, super. Fait que je me permets de vous introduire. Les boys, vous pouvez allumer votre caméra. Aujourd'hui, on a des super invités, des super collaborateurs. La crème de la crème, là, c'est deux personnes avec qui moi et Emile, on a la chance de jouer au Cégep Sainte-Foy au soccer. Fait que, premièrement, salut Santiago, ça va bien? Oui, toi? Ouais, super. Merci d'être là. Salut Marc, ça va bien? Ah oui, et toi? Ouais, super les boys. Fait que sans plus tarder, comme Émile l'a dit aujourd'hui, on parle de soccer. Je pense que c'est un sport qu'on apprécie tous, que notre public apprécie, comme on l'a vu dans le sondage. Puis on peut partir ça tout de suite avec un premier sujet là, qui, je pense, va l'intéresser plus d'un. Émile, je te laisse l'introduire. Yes, ben un sujet de l'âge, je dirais, hein, un sujet Ouais. qui amène beaucoup de débats, autant dans la société qui va en amener, je pense, dans quelques instants sur le podcast. Euh, qui est en lien un peu avec la story qu'on a faite en fin de semaine par rapport au Club de foot de Montréal ou à l'Impact de Montréal. Ça dépend de votre opinion par rapport à ça. On a vu ça là, dans les médias. L'Impact, je dis l'Impact, mais c'est le club de foot, là, le Club de foot de Montréal qui a sorti ça cette semaine. Changement de nom, changement de logo avec leur petite vidéo bien spéciale. On va pouvoir en débattre aujourd'hui avec les boys. Fait que voilà, on veut avoir votre opinion par rapport à ça. Notre public, je peux vous dire qu'ils ont voté à 80% en grande majorité ben, qui trouvent le logo et le nom nul, je dirais. Donc, qui sont contre un peu ce changement ben, je devrais pas dire contre le changement, mais je devrais plus dire contre le nouveau nom et le nouveau logo. Donc, les boys, on veut vous entendre là-dessus. Santi, je ne sais pas si tu veux commencer avec toi, ton opinion par rapport à ce changement-là. Oui, je peux commencer. Par rapport au logo, premièrement, je pense que d'un point de vue esthétique, il est pas si mal. C'est beau, ça fait changement, ça fait nouveau. Il y a plusieurs autres clubs de la MLS qui ont un logo semblable, un petit rond avec quelque chose en dedans. Fait que d'un point de vue esthétique, moi, je le trouve quand même beau. Après, je trouve pas que c'est tant représentatif de Montréal, de la province du Québec. Oui, il y a des M qui font un petit flocon, c'est beau, mais comme ils priorisent le flocon à la fleur de lys, qui était prioritaire avant. Puis moi, je trouve qu'il aurait dû mettre davantage la priorité sur la fleur de lys, qui est sur un flocon qui représente la neige. Mais la neige, c'est pas juste à Montréal, c'est partout au Canada. Donc, je trouve que ils n'ont pas priorisé la bonne chose. Puis, au niveau du nom, la partie foot, je trouve ça que non. Ça devrait être football ou soccer, mais pas juste foot. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Puis, de l'autre côté, j'ai vu qu'il y a des commentaires comme quoi ça allait diminuer le public, ces changements de nom, ces changements de logo, que le monde qui était contre le changement de logo allait arrêter de comme, suivre l'impact. Moi, je pense pas. Moi, je pense que le public va rester le même. C'est juste une petite pause que oui, c'est pas beau pour certains. Oui, le nom, il fait pas l'affaire pour certains. Mais ça va pas faire en sorte que le public va diminuer. Oui, puis je pense que tu apportes des bons points. Je pense que le public a vraiment mal réagi par rapport à ça. Je pense que je les comprends un petit peu. Un changement de nom de logo qui a été fait un peu soudainement sans nécessairement demander l'avis du public, ce qu'on a vu là, auparavant là, avec des clubs qui demandaient l'avis à leur public par rapport à tout ça. Je pense que ça a été fait soudainement. Je pense que personne s'en attendait vraiment. Puis je pense que ça a laissé un goût amer un peu au public. Puis quand ils ont vu ça, le résultat final, tu sais, oui, le logo est beau, esthétiquement parlant. Oui, ça fait peut-être un peu plus professionnel vu que ça va chercher une forme de rond qui est un petit peu reconnue internationalement. Mais c'est ça, j'ai des doutes moi aussi par rapport à tout ça. Le nom qui devient Impact vers club de foot, on parle de qu'on veut professionnaliser un peu le nom. Je suis plus ou moins d'accord. On voit des équipes là, qui ont des noms qui ne sont pas nécessairement professionnalisés comme club de foot ou club de soccer ou football club ou whatever. Mais non, c'est ça. Merci là, Santi, pour cette partie-là. Marc, on t'écoute par rapport à ça. Ouais.
Moi, tout simplement, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit précédemment par rapport au public, demander l'avis du public. Lorsqu'on fait un changement comme ça, c'est vraiment important, demander l'avis de surtout ceux qui payent les billets, ceux qui viennent au match et tout ça. Donc, c'est extrêmement important. Et venir comme ça, faire sans secret pendant 2 ans, caché du public, je trouve que c'est une décision assez osée de la part de l'administration de l'Impact de Montréal, je veux dire Club de foot de Montréal. Donc, ouais. Puis vraiment, par rapport aux fans, je crois qu'ils doivent ça aux fans, le respect aux fans Ouais. qui sont venus, qui se déplacent, qui regardent des matchs, qui sont là depuis plusieurs années, qui sont là, certains qui sont là depuis leur montée en USL jusqu'à la MLS. Donc, je pense qu'ils doivent ça aux fans, simplement. Oui, puis j'aime beaucoup ton mot respect que t'apportes, Marc. C'est vrai que le club doit ça à ses partisans. Je veux dire, comme tu expliques, sont là depuis longtemps. Il y en a qui sont là depuis vraiment longtemps. L'Impact ou le club de foot, dernièrement, a connu des saisons assez difficiles, mais les partisans sont toujours au rendez-vous, sont toujours là pour supporter leur club. Je pense que c'est une décision, là, comme tu dis, qui a été assez osée. Puis je pense que c'est ça là, qui amène beaucoup de réactions, mais surtout beaucoup de réactions négatives. C'est le fait, justement, qu'il y a peut-être eu un manque de respect par rapport à tout ça qui fait en sorte que le monde réagisse mal. Peut-être que fait dans une autre circonstance, d'une autre manière, ça aurait peut-être pu passer mieux. Mais là, je pense que la pilule est dure à avaler là, à cause de tout ça. Arnaud, on J'aimerais va y aller aussi, avec toi. Ouais, oui, vas-y, Marc. ouais, j'aimerais aussi ajouter que si on change un nom comme ça, on passe un autre nom, c'est mettre de la pression. Il faut que tu retombes en amour avec ce club-là. Moi, c'est comme si j'oubliais l'Impact de Montréal, j'oubliais l'histoire qui est derrière. Et un nouveau club, je le dis qu'ils veulent passer à quelque chose d'autre. Donc, ils sont obligés de donner des performances, des victoires et convaincre les gens. Mhm. Donc, ça, sur cette phase-là, c'est vraiment important qu'ils soient clairs, que ça soit par des transferts, des futurs transferts, que ça soit par un changement au niveau de l'académie ou peu importe, mais ils doivent être clairs là-dessus. Fait que pour toi, ce changement de nom-là, ce changement de logo-là doit aussi se concrétiser par un changement sur le terrain puis un changement un peu plus dans les coulisses du club, là. Effectivement, parce que depuis qu'ils sont en MLS, leur meilleur résultat, c'est la troisième place. Donc, pour moi, il faut que l'impact aille à un autre niveau. C'est simplement ça. L'administration, ils ont dit on veut changer quelque chose. On l'a fait en secret, donc ça veut dire qu'ils sont prêts à passer à un autre niveau. OK. Oui, c'est intéressant ce que tu apportes, Marc. Merci. Je sais qu'Arnaud, lui, est peut-être un petit peu plus mitigé dans ses Ouais. opinions par rapport à ça. Fait qu'on va t'écouter, Arnaud. C'est ça. Moi, tu sais, au début, là, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais choqué aussi. Tu sais, l'Impact, c'est une équipe que je supporte énormément. Tu sais, j'écoute plusieurs de leurs parties. Tu sais, je vais voir des parties au stade et tout. C'est quelque chose c'est quelque chose à quoi je tenais beaucoup. Mais après ça, quand j'ai essayé de comprendre le pourquoi derrière, peut-être que ma philosophie par rapport à ça a un peu changé. Tu sais, je veux dire, le nom Impact de Montréal, c'était peut-être un peu trop rattaché. Tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau du président, là, Kevin Gilmore, pourquoi ils ont décidé d'y aller avec ça. C'était peut-être un peu trop rattaché à un préjugé négatif. Ah, l'impact, c'est mal fait, c'est mal géré, tatati tatata. Fait que là, on tente d'aller vers une nouvelle chose. Après ça, je suis triste de voir le nom, comme Santi l'a dit, club de foot. Je trouve ça ordinaire. Je pense que il n'y a rien de mal de rester dans un nom plus spécifique comme l'impact. Mais après ça, je comprends en même temps le changement identitaire parce que, comme Marc l'a dit, de un, plusieurs gens critiquaient la gestion du club, mais de deux, les résultats sur le terrain n'étaient pas présents. Puis, comme un peu vous l'avez mentionné tous les deux auparavant, là, si on est capable d'avoir des résultats sur le terrain, ben, je pense que le monde là, vont oublier assez rapidement là, la grogne qu'il y avait quand ça a été annoncé le changement, parce qu'ils vont avoir des résultats positifs, vont faire en sorte que le monde, si on gagne dans une business de sport professionnel, ben, tout va être correct, là, selon moi. Fait que c'est ça. Mhm. OK. Oui, C'est ça pour excellent. moi. Je pense que tous les points sont valables, mais c'est ça, une équipe gagnante. Je veux dire, il y a plein d'équipes là, qui changent de nom ou whatever. Ou au football, on a même vu une équipe qui n'avait pas de nom, là, qui a joué une saison. Donc, les partisans vont quand même finir par suivre cette équipe-là. Ils sont rendus en playoff aussi, cette Oui, équipe-là. Donc, exact, devant ton équipe. ouais, on n'en parlera pas trop non plus. Mais, non, c'est ça. Fait que je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose là, par rapport à ce débat d'opinion-là qui, je pense, n'a pas fini là, de faire couler de l'encre. Je pense qu'on va continuer à en jaser encore longtemps. Marc, je veux revenir aussi sur le mot respect. Pour moi, le respect est quelque chose d'important. Je pense justement que l'administration, en faisant ça en secret, a manqué de respect au public. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi le monde prenne ça mal.
je pense qu'au final, le fait de vouloir faire du changement, comme ça a été expliqué auparavant, c'est pas nécessairement une mauvaise décision, puisque dans les dernières années, on sait que l'Impact a beaucoup de difficultés, autant sur le terrain que dans l'administration et compagnie. Là. Je pense qu'un changement peut faire du bien, amener un petit vent de fraîcheur. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais le fait de faire ce changement-là en secret, en coulisses, sans en parler à personne, puis que là, toute une province, tous les partisans doivent subir ça, je sais pas. Je trouve que de la manière que ça a été fait, ça aurait pu être fait autrement. Après, je sais beaucoup qu'il y en a qui vont associer ça aussi à la politique un petit peu. Je ne sais pas à quel point ça a été une décision qui est plus politique. Je fais un petit clin d'œil à FX par rapport à ça. Mais voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous aviez un petit quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. Mais tu sais, moi, je voulais juste savoir, peut-être avec nos deux collaborateurs, tu sais, à quel point, mettons, sur 10, vous vous sentiez attaché, puis il y avait un gros sentiment d'appartenance sur le nom Impact. Tu sais, Santi, mettons, je sais que tu as fait des essais ou quoi que ce soit à l'Impact, là aussi. Fait que, tu sais, à quel point, quand tu étais jeune, tu as grandi, le nom Impact voulait dire quelque chose pour toi? Mettons, sur 10, comment tu te sentais par rapport à ça? Ben, tu sais, c'est une équipe que j'ai toujours entendue depuis que je suis arrivé au Québec. Comme tu sais, c'est l'Impact, c'était l'équipe référence. Si tu voulais devenir professionnel, c'est l'Impact. Si tu voulais te rendre dans le milieu du soccer, le plus haut que tu pouvais comme arriver ici au Québec avant, Ouais, en 2010, là, quand on était jeune, exact. l'Impact. Donc, l'Impact avait une grande importance OK. selon moi. Tu sais, moi, je dirais un 7-8, malgré que l'Impact s'est jamais rendu au niveau vraiment là, pour Ouais. disputer une finale de CONCACAF. Fait que c'est pour ça que je dirais pas plus haut que 7-8. OK. Marc, toi, tu sais, à quel point tu étais attaché à ce nom-là là, quand tu étais jeune, en grandissant? Puis... Moi, pour ma part, ça sera un 8, je m'explique. Venant de la Côte d'Ivoire principalement, je suis attaché beaucoup à un athlète qui a joué à l'Impact, Didier Drogba. Mm. Et je me rappelle regarder beaucoup de matchs d'Impact à ce moment-là. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment, comme Émile l'a dit, c'est un manque de respect. Tu enlèves une part de mémoire, de bons sentiments que les fans ont pu vivre sans les consulter en fin de compte. Donc, je me rappelle de des gens comme Ignacio Piatti, Didier Drogba, Marco Di Vaio, tous ces Mm. noms-là, je les ai entendus. Puis je pense que vraiment, que je suis pas d'accord du tout avec cette décision-là, en fin de compte. Je trouve que tu Là-dessus, moi. enlèves Mhm. des souvenirs, tu enlèves des bons souvenirs aux fans qui méritent plus, sachant que l'équipe, elle performe pas beaucoup. Donc, c'est ça. C'est ça, le fait de changer cet univers-là là, de logo puis de nom, ça vient aussi faire en sorte qu'il faut tourner une certaine page par rapport à Ouais. l'impact, vu que l'impact n'existe plus. Là. Il ne faut plus Ah, prononcer le mot impact parce que c'est plus l'impact. Je trouve ça un petit peu difficile à faire. Comme tu expliques bien, Marc, il y a des souvenirs qu'on s'est tous créés en regardant les matchs de l'impact, en allant voir les matchs au stade olympique ou au stade Saputo. Je pense que cette action-là de tourner la page va être difficile à faire pour plusieurs. Je pense que ça va venir. Je pense qu'il faut se laisser un peu de temps aussi par rapport à tout ça, même si ça reste dommage de la manière que ça a été fait. Quand, je, quand je parle un peu de manque de respect, comme tu disais, Marc, je pense aussi à une campagne là, qui a été faite par le Rocket de Laval. Là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le Rocket de Laval, qui avant de changer son nom, avait fait une démarche par rapport avec leurs partisans, justement pour leur dire qu'ils allaient changer de nom, qu'ils allaient changer de logo. Puis c'est ça. Puis au final, les partisans avaient été consultés pour faire ce changement-là. Puis le changement avait beaucoup mieux passé après. Puis voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est maintenant. Sinon, on va passer au prochain sujet. Donc, écoute, on va passer au prochain C'est sujet bon. qui va s'en aller un petit peu plus dans l'Europe, du côté européen. Fait qu'Arnaud, je te laisse présenter OK. notre deuxième sujet du jour. Super, c'est bon. Fait que c'est ça, ça a super bien parti. J'ai adoré le débat qu'on a eu. On va continuer là-dessus. Donc, tu sais, vous le savez, une ligue là, qui est très passionnante chaque semaine, chaque année, c'est la Premier League, la Ligue en Angleterre, pour ceux qui sont moins familiers un petit peu. Donc, pour l'instant, là, c'est une des saisons où il n'y a pas vraiment d'équipe qui file seule en tête. Là. Il y a vraiment une super belle course, là, peut-être entre la première et la cinquième, tu sais, sixième équipe, là, qui sont même en course pour encore aller gagner les grands honneurs. Donc, on voulait voir votre avis sur quelle équipe vous mettiez dans votre top 4. Okay? Les 4 meilleures places sont importantes en Angleterre parce qu'elles sont qualificatives
pour la Ligue des champions, qui est la plus grande compétition européenne, le regroupant des clubs de tous les pays européens. Donc, Santi, on commence avec toi. J'aimerais ça que tu nous donnes ton top 4 de la Premier League à la fin de la saison, selon toi. Ouais. Donc, mon top 4, ça serait en première place Manchester City. Yes. Ensuite, Liverpool. Troisième, Manchester United. Puis en quatrième, Leicester. OK, parfait. On va y aller. Marc, à ton tour, je t'écoute. Également en première place, Manchester City. Deuxième place, Manchester United. Troisième place, Liverpool. Et quatrième place, Chelsea. OK, super. Chelsea, on voit ton petit chandail, ça nous fait une petite référence. Émile, je t'écoute. Moi, pour mon côté, je suis allé avec Manchester City en première place également. Liverpool va venir deuxième. Manchester United en troisième place. Et je vois Everton terminer le top 4. OK, super. Pour ma part, là, je ne réécrirai pas quelque chose de très différent de vous. Je ne ferai pas différent. Première place, Manchester City, donc on a un consensus à ce niveau-là. Deuxième place, Liverpool, les champions en titre de l'année passée. Manchester United, troisième. Et malgré que ça me déchire le cœur en tant que fan d'Arsenal, en quatrième place, je mets nos rivaux Tottenham. Fait que les boys, rapidement, là, je ne sais pas si je vais y aller pour Man City. Pourquoi moi je vois Manchester City premier? C'est que c'est une équipe sous Pep Guardiola. Je trouve qu'il a réussi après une saison l'année passée, ils n'ont pas gagné de titre, à un peu se révolutionner. Ils ont été sont beaucoup plus solides défensivement. C'est la meilleure défense du championnat. Puis récemment, c'est un problème au début de saison, là, ils se remettent à marquer beaucoup de buts. Ils ont gagné en fin de semaine là, par 4 buts. Ils avaient battu Burnley en marquant 5 buts récemment. Donc, moi, je pense que c'est une équipe qui sur papier, est excellente, puis en plus, qui réussit à retrouver son rythme. Fait que c'est pour ça que je les vois premiers. Je pense que vous serez d'accord à ce niveau-là. Après ça, je vais vers Marc rapidement. On a tous décidé de mettre Liverpool. Comme je l'ai dit, c'est les champions de la saison dernière, deuxième. Toi, tu as décidé de mettre Manchester United. On sait qu'il y a eu un match entre ces deux formations cette fin de semaine, puis ça a été un match de 0-0. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à penser que Manchester United doit finir devant Liverpool? Premièrement, si vous avez tous vu le match, on peut voir que selon moi, Manchester United méritait de gagner, tout simplement. Ça va déplaire à certains. Ça va déplaire à certains. Effectivement, je suis prêt à recevoir des messages, il n'y a pas de problème. Donc, Liverpool, ce qu'ils ont montré au match, ils ont montré leur en première mi-temps contre-pressing. Il était vraiment intéressant. Donc, ils allaient vraiment chercher le ballon. Ils étaient agressifs sur le ballon. Cependant, au niveau de la défense, moi, je trouve encore que c'est beaucoup, beaucoup très faible et il y a eu beaucoup de déchets techniques. Donc, moi, je pense que ça s'explique aussi peut-être par un manque de support après au niveau des partisans, quoi que ce soit. Mais je pense que vraiment Manchester United, ce qu'ils ont montré, avec en plus l'ajout dans le staff technique de René Milstersen, qui était l'assistant de Sir Alex Ferguson durant les bonnes années de Manchester United pour venir appuyer leur coach principal Ole. C'est vraiment un bon ajout et puis je pense que ça va amener de l'expérience et les joueurs vont avoir plus confiance en eux. Okay, super. C'est bon, merci Marc. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que le match, là, à la fin, dans les 10 dernières minutes, le Manchester méritait de gagner ce match-là. Après ça, je ne sais pas si Émile ou Santi, vous avez des désaccords là, par rapport à ça. Ben, moi, ça ne serait pas nécessairement par rapport au match, je ne l'ai pas regardé, mais plutôt, moi j'ai mis Liverpool deuxième de Manchester United parce que je trouve que Manchester, ils n'ont pas un joueur qui est capable de faire la différence à lui seul, qui est compliqué. Si vous allez me dire Rashford, Martial, mais d'après moi, ça ne se compare pas à Mohamed Salah ou Mané. Okay. Mais juste pour revenir vas-y Marc. Sur ce que tu dis, Santi, Bruno Fernandes est le meilleur joueur de Première Ligue en ce moment, à mon avis, avec Kevin De Bruyne. Ils sont peut-être de part, mais vraiment ce que Bruno Fernandes est en train de montrer en ce moment, ça prouve qu'il peut mettre sur son épaule une équipe comme Manchester United, malgré la pression de tout ce qui a entouré Manchester United, des polémiques avec Pogba et tout ça. Puis je pense que Pogba est en train de revenir d'un rôle important dans cette équipe-là. Donc, je pense vraiment ça, c'est des leaders, deux joueurs cadres techniques qui vont amener Manchester United à un autre niveau, qui ne vont pas gagner le championnat parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience, mais qui vont finir dans le top 3 et comme j'ai dit, vont finir en deuxième place. OK, super, Marc. Puis c'est juste dommage, là, comme tu dis, Bruno Fernandes qui semble un petit peu plus s'estomper lors des matchs contre le top 6, l'ancien top 6 qui contient Arsenal, évidemment. C'est plus difficile pour lui dans ces matchs-là. Donc, rapidement, en quatrième place, là,
Santiago, ben, on va y aller avec Émile en premier. Émile, toi, tu as mis Everton en 4e place. Everton qui est présentement 5e, là, qui a un match en main. C'est 6e, si je ne m'abuse, qui a présentement un match en main sur les 4e. Pourquoi tu as mis Everton? Carlo Ancelotti, ancien coach du Bayern, est-ce que ça serait pour ça? Non, pas pour ça du tout, parce qu'au Bayern, il n'y a pas eu nécessairement un bon passage au Bayern. Je n'ai pas des bons souvenirs du passage d'Ancelotti au Bayern, fait que c'est pas pour ça du tout. Je trouve qu'Everton a fait beaucoup de bons ajouts là, durant le mercato d'été. On l'a vu là, en début de saison où c'était l'équipe là, qui surprenait absolument tout le monde, qui était premier, qui semblait ne pas vouloir perdre de match. Finalement, ça s'est un petit peu tranquillisé, je pourrais dire. Là. On a connu quelques défaites, quelques matchs nuls qui n'auraient peut-être pas dû arriver, qui ont été surprenants contre des équipes un petit peu plus faibles. Mais je pense que Everton, on recommence tranquillement à remonter la côte qu'on s'est creusée dans les derniers mois. On recommence à reprendre le rythme. Je parle au mois de décembre, là, 3 matchs de suite contre Arsenal, Chelsea, Leicester, où on va chercher 9 points sur une possibilité de 9. Donc, je pense qu'Everton est présent. Je pense qu'on a un joueur en James Rodriguez qui reprend la forme qu'on a connue avec lui auparavant là, dans ses très bonnes années au Real. Je pense que James revient en force, puis je pense avec le pilier de ce club-là, je pense que c'est lui qui va être capable de soulever ce club-là, qui va être capable de les rendre dans le top 4. Je pense qu'Ancelotti amène aussi une organisation défensive puis une organisation offensive que j'aime beaucoup avec Everton. Je trouve que sont le fun à regarder jouer, même si parfois ils font des bons vieux matchs nuls de 0-0. Je pense que ça reste que j'aime bien les regarder jouer quand j'ai la possibilité de les regarder, quand il n'y a pas de conflit d'horaire avec le Bayern, ce qui arrive parfois. Là, mais non, j'aime bien regarder Everton. Je pense que la bataille pour la 4e place va être rude, va être difficile, va se faire jusqu'au bout. Je pense pas qu'Everton va aller gagner cette 4e place-là facilement. Mais je pense qu'au final, avec une certaine expérience qu'Ancelotti a, avec James qui reprend du fort, avec Everton qui reprend un bon rythme là, de croisière dernièrement, je les vois bien prendre cette 4e place-là puis aller chercher une place en Ligue des Champions. Super. Merci, Émile. On va y aller avec toi, Santi. Santi, toi, tu as mis Leicester là, qui est très, très bon en début de saison, très explosif. Pourquoi tu les as mis là? Parce que Leicester, ce n'est pas une équipe qui a l'habitude de disputer les premières, deuxième, troisième, 4e places. Ouais. Mais quand ils le font, ils sont capables de se rendre au bout parce qu'ils sont motivés, ils ont la détermination, c'est une équipe rapide, explosive, comme tu as dit. Puis je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont pas se rendre premier, deuxième, mais ils vont être capables de se battre pour la 3e ou la 4e place, comme je les ai mis. Okay. Puis ils vont être capables de surpasser des équipes comme Everton. Tu sais, je prends ton exemple, Emile, tu as dit James, mais c'est un gars qui se blesse souvent, que tu ne peux pas lui faire confiance une saison complète. Donc, moi aussi, j'ai hésité à les mettre parce que je trouve que c'est une très bonne équipe, mais à cause de ça, je pense pas qu'ils vont être capables de se rendre. Après, Tottenham, leur style de jeu, je l'aime pas. C'est pas de ce qu'il y a de plus beau. Oui, on sonne qui serait capable de mener l'équipe à lui tout seul, mais encore là, j'ai des doutes. Puis, donc c'est pour ça que j'ai mis Leicester. OK, super. Je vais y aller après ça, on finit avec Marc parce que c'est peut-être la plus grande discussion qu'on va avoir. Moi, j'ai mis Tottenham. J'ai hésité entre Tottenham et Leicester. La seule raison qui m'a fait pencher pour Tottenham, c'est que Leicester, l'année passée, ils ont connu une deuxième. C'est un peu comme cette année. Ils avaient très bien commencé la saison. Après ça, il y a eu la pandémie qui a arrêté. Puis au retour, là, il y avait de la misère à engranger les points. Fait, je les vois peut-être à cause du manque là, de profondeur et d'expérience s'essouffler. Après ça, mon choix de Tottenham, je suis d'accord avec toi, Santiago. C'est une équipe que je ne suis pas capable de voir jouer. Je ne les aime pas nécessairement. Mais Harry Kane, Heung-min Son, c'est un duo dynamique là, qui fait des ravages presque à chaque match. Donc, je pense qu'ils vont être capables d'aller chercher ça. Puis Mourinho, c'est un coach qui a beaucoup derrière la cravate. Donc, même si c'est une équipe que je n'aime pas voir jouer, que je n'aime pas tout court, mais je les vois finir 4e, mais c'est tout pour moi. Mais Arnaud, tu les aimes ou pas? Là, parce que c'est pas clair. Non, je les aime pas du tout. Là, pas du tout. On va y aller avec Marc. Marc, on voit ton chandail là. Tu as mis Chelsea en 4e position. C'est une équipe qui en arrache un petit peu plus récemment. Ouais, qui en arrache un petit peu plus récemment sur un très bon début de saison. Comment tu les vois rebondir et finir 4e? Je veux t'entendre là-dessus. Vas-y, mon pote. Donc, premièrement, je tiens à dire que la Première Ligue, c'est un des championnats les plus rudes, sinon le championnat le plus rude de toute l'Europe au complet. Et la qualité d'un championnat est représentative par peut-être les 40 points dans le classement. Donc, ça, on est d'accord. Donc, jusque là, dans le top 10,
Les points sont tous serrés. Tu manques un match, tu peux passer de 6e. Tu gagnes un match, tu peux passer au 3e place. Ouais. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est que tu dois mesurer le nombre de matchs que tu fais. Première Ligue, tu as des matchs de FA Cup, tu as la Carabao Cup, tu as certains matchs du Champions League et tout ça. Et ce qui est le facteur le plus déterminant, c'est ta profondeur de ton banc. Donc, moi, je pense que Chelsea a le meilleur banc possible et a l'effectif le plus profond de Première Ligue. Avec des Timo Werner, des Kai Havertz, des Pulisic, tout ça, des gars qu'on a vus sur le banc contre le dernier match, mais qui peuvent rentrer et faire la différence. Donc maintenant, vous allez peut-être me dire qu'avec Frank Lampard, les résultats qu'on montre en ce moment, les tactiques qu'on montre en ce moment, les schémas tactiques et tout ça, c'est pas convaincant du tout. Mais il faut faire confiance. Et je pense que vraiment, Chelsea, avec des joueurs de classe mondiale qui sont en ce moment, peuvent faire la différence et remonter au classement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Marc, par rapport à la profondeur. Tu sais, Jürgen Klopp l'avait dit au début de l'année, je pense que Chelsea, c'est probablement l'équipe qui a la plus de profondeur, le plus de joueurs de classe mondiale, comme tu dis, mais on a beaucoup de joueurs présentement qui sont pas en forme, là, tu sais, out of form, si je peux dire Ouais. ainsi. Timo Werner, Kai Havertz, c'est des joueurs pour qui c'est difficile. On surtaxe des joueurs comme Mason Mount. Est-ce que tu crois que si ces joueurs-là reprennent leur niveau, ils vont y arriver, ou même si ces joueurs-là restent à ce niveau-là, ils vont y arriver, dans le sens, est-ce qu'il y a absolument besoin du déclic chez Werner, du déclic chez Havertz pour qu'ils finissent 4e, ou pas besoin de ces joueurs-là pour y arriver? Arnaud, je vais te répondre par la question simple, c'est des professionnels. Ils ont traversé des situations difficiles dans leur vie. Puis je pense que c'est pas la première fois qu'il est dans cet état-là. Donc je pense qu'il va trouver une solution. En plus, ils ont une source de motivation. L'Euro 2021 qui arrive bientôt. Mm. Leurs sélectionneurs vont devoir faire des choix. Je pense également à des joueurs comme peut-être Kai Havertz, qu'on n'est pas sûr. Il y a des joueurs allemands qui sont bien plus performants que lui en ce moment. Des Timo Werner aussi. Emile, il peut témoigner. Il y a des joueurs en Allemagne, au Bayern Munich, qui sont bien plus des attaquants allemands, qui sont bien plus performants que lui. Donc, il va falloir faire des choix, il va falloir faire la différence, il va falloir qu'il se réveille. Giroud aussi, que je pense qu'il veut faire l'Euro 2021, il n'a pas le choix de marquer. Donc, c'est ça. C'est des joueurs qui vont devoir, là, ils sont derrière le mur, vont devoir passer ce palier-là et marquer des buts. OK, super. Ben, je pense on est tous conscients que ça va être une course là, très, très, très serrée là, jusqu'à la fin du championnat. Je pense qu'on va être rivés dans nos téléviseurs pas mal chaque week-end. En tout cas, pour ma part, c'est certain. J'ai toujours espoir qu'Arsenal aille chercher la 4e place, mais bon, il faut être réaliste. Fait que c'est ce qui conclut notre tour d'horizon un peu de la course au titre et de la course à la Ligue des champions Première Ligue. Je vais laisser Émile finir avec introduire le dernier débat là, de l'épisode. Oui, le dernier débat qui va être plus un petit peu réparti là, sur plusieurs ligues européennes. On a connu dernièrement, dans les dernières années, des championnats espagnols, allemands, italiens, français, où on voyait toujours les mêmes équipes remporter le titre. Puis à toutes les années, on se disait, bon, ben, le championnat est déjà décidé. On n'a même pas à jouer un seul match. On sait déjà qu'en France, c'est Paris qui va gagner, qu'en Italie, c'est la Juve qui va gagner, qu'en Allemagne, Bayern va gagner, puis qu'en Espagne, ça change toujours Real, Barça. Ça, c'est des gros clubs où est-ce qu'on voit, on les voit régulièrement dans les dernières années remporter le titre. Cette année, on semble voir peut-être un petit changement. On voit une équipe du Real, du Barça qui se battent pour la course au titre, alors que c'est l'Atlético là, qui est devant. Je crois qu'ils ont 4 points d'avance sur le Real, qui est 2e, mais avec 2 matchs en main. Donc, on voit vraiment une équipe de l'Atlético qui semble vouloir dominer en Espagne, avec des clubs comme le Real et le Barça qui ont connu des résultats décevants dernièrement. En Italie, on voit la Juventus qui a perdu là, en fin de semaine contre Inter Milan, puis qui présentement est rendu 5e au classement, avec 7 points, je crois, à rattraper sur la première place. On voit aussi là, Paris qui s'accroche toujours à la première place, mais on voit des équipes comme Lille, Lyon là, qui s'approchent. Donc, et Bayern en Allemagne qui sont toujours premiers, mais on voit aussi là, l'écart qui se creuse, là, pas qui se creuse, le contraire de creuser, en fait, là, qui se décreuse, on peut dire, avec Leipzig, Dortmund et compagnie. Donc, je veux avoir votre opinion par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces grands clubs-là commencent à peut-être avoir de la difficulté cette saison, ont un petit peu plus de difficultés cette saison qu'auparavant? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, sont à l'œil ou des choses qui pourraient expliquer justement cette petite baisse de régime-là de ces grands clubs-là?
Santi, je sais que tu es un fan du Real, que tu regardes beaucoup les matchs de la Ligue espagnole. Fait que peut-être que toi, tu pourrais nous amener peut-être des pistes de solutions là, par rapport au championnat espagnol avec le Real et Barça. Là. Ouais, ben moi je pense que premièrement que c'est du cas par cas, chaque équipe. C'est pas la même raison pour toutes les grosses équipes d'Europe qui en ce moment performent un peu moins bien. Si on prend le cas, par exemple, du Real Madrid, moi je pense que c'est quelque chose qu'on voit depuis l'année passée. Oui, ils ont gagné la Liga après la COVID, mais les clubs, c'était pas la même chose. C'était plus la même Ouais. Liga. Je pense que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est plus la même chose. Ils n'ont pas fait un bon mercato pour le remplacer. Ils ont acheté Eden Hazard, mais pour moi, je suis prêt à l'assumer complètement. Eden Hazard, c'est plus un joueur de classe mondiale. Retourne-là à Marc, retourne-là à Chelsea. Moi, je préfère qu'on le retourne à Chelsea, qu'il aille performer là-bas. Je Mais prends avec plaisir, Santi. moi, si je peux faire sinon, je te demanderai tout de suite. Mais je pense qu'ils ont besoin d'un gros nom, d'une superstar qui soit capable d'émettre 50 buts par saison, comme le faisait Ronaldo. Puis même à Chelsea, Hazard ne faisait pas ça. Donc, ce n'était pas la solution. Moi, je pense qu'acheter Neymar, peu importe le prix, Mbappé, peu importe le prix, ça aurait été la solution. Maintenant, on voit Haaland au Dortmund, ça serait très bien aussi. Mais moi, je pense que le problème du Real, c'est leur mercato. Ils n'ont pas su remplacer leurs étoiles avec des bons joueurs. Du côté du Barça, cette année, c'est une année de transition. Messi l'a dit dans une des entrevues il y a quelques semaines. Il voulait partir parce qu'il savait que ça allait être une année de transition. Il allait avoir beaucoup de jeunes, même s'ils sont très bons. Fati, Pedri, excellents joueurs qui vont devenir classe mondiale dans pas longtemps, peut-être Ballon d'Or un jour, on ne sait pas. Mais moi, je pense que cette année, ben, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes, peu d'expérience. Messi qui n'a pas la tête nécessairement, n'est pas concentré. Ça fait en sorte que leur performance n'est pas la même que les années d'avant. OK, super. Puis si je te demande rapidement, avec l'Atlético, en ces trois clubs-là, tu crois que l'Atlético va être capable de tenir le fort et de remporter la Liga? Moi, je pense que non. Parce que l'Atlético vont perdre leur match qui restant contre le Real puis contre le Barça. Ils vont échapper des petits points par-ci par-là, puis ça va jouer dans les dernières journées de match entre Barça, Real et Atlético. Ça va être très, très serré à la fin. Mais Atlético va échapper des points. OK. Puis si je te parle de la Ligue des Champions, est-ce que tu crois aux chances du Real et du Barça d'aller loin dans la compétition? Non, je ne pense pas qu'ils vont se rendre loin, malheureusement. OK. À cause justement de cette période de transition au Barça puis un petit peu de difficulté au Real? Exact, exact. Le Real, il n'y a pas un gars qui est capable de se démarquer. Vinicius, c'est pas le gars de la situation. Rodrigo non plus. C'est très, très difficile. OK. Good, merci. Si on change de ligue, là, on s'en va dans le championnat italien avec la Juventus. Je ne sais pas si quelqu'un suit assez ce championnat-là pour en discuter avec nous là, des problèmes un petit peu de la Juventus présentement. Je ne sais pas si Marc ou Arnaud voulaient y aller par rapport à ça. Moi, je vois plus ça. Je suis d'accord avec Santi pour la Ligue espagnole. Après ça, la Juventus, puis Paris, Marc, tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, mais je sens que c'est des équipes qui sont un peu pénalisées par. Ils ont participé aux 8 finales en Ligue des Champions, le Final 8, là, comme on l'appelle. Après ça, il y a eu énormément peu de repos. La pandémie ne facilite pas la tâche pour le mercato, comme Santi l'a dit. C'est difficile de transférer, de faire rentrer des joueurs, quoi que ce soit. Après ça, c'est ça, le calendrier est condensé. Une équipe comme l'AC Milan qui joue l'Europa League va jouer une équipe comme Prague le jeudi. Ben, pendant que Juventus va jouer une équipe comme le Barça le mercredi, ben, tu ne peux pas faire tourner ton effectif contre le Barça, tandis que l'AC Milan peut se le permettre. Donc, le calendrier condensé fait en sorte que les joueurs sont fatigués. Ils ont peu eu de repos dans l'entre-saison parce qu'ils ont participé aux 8 finales de la Ligue des Champions. C'est ces raisons-là, moi, qui m'expliquent un petit peu pour les trois autres clubs, le Paris, Bayern et Munich. Là. Je ne sais pas si Marc, tu avais quelque chose à me corriger ou à ajouter par rapport à ça. Moi, par rapport à ça, je pense que on devrait plus aller globalement que cas par cas. Parce que, principalement, moi, je pense que c'est vraiment la raison principale, c'est les fans. Je pense que jouer, comme on a vu, Manchester United contre Liverpool, jouer à Anfield avec des fans, c'est différent que jouer à Anfield sans fans. La pression des gars qui s'insultent à chaque minute ou des gars que Moussala, peut-être, qui vont l'encourager quand il va pas faire des efforts et tout ça. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un gros facteur qu'il faut prendre en compte.
Et aussi, comme Arnaud l'a très bien dit, la préparation physique n'est pas la même pour toutes les équipes. Et pas toutes les équipes, ils ont la même pression. Comme si je prends par exemple West Brom, ils vont pas aller jouer à la Champions League, contrairement à des clubs comme Chelsea ou des clubs comme City. Ils n'ont pas cette pression-là qui doivent apporter des résultats. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui explique pourquoi les grosses équipes comme Bayern, Juventus, Real Madrid, ils ne performent pas aussi que les petites équipes. OK, puis tu sais, vous me parlez du calendrier condensé, peut-être de la pression qu'on a de plus dans ces gros clubs-là, du fait qu'il n'y a plus de partisans, puis je les comprends, puis tu sais, je suis d'accord avec vous, mais il faut comprendre que la Juventus, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais je crois que la Juventus, c'est quoi, 8 années de suite, je pense qu'on remporte la Serie A. Non, je crois. Le chiffre m'échappe, là, les vrais chiffres, mais Bayern, c'est la même chose. C'est des clubs qui gagnent des championnats depuis 7, 8, 9 années consécutives. Et tout d'un coup, juste parce qu'il n'y a plus de fans dans les estrades, ces clubs-là seraient beaucoup moins performants. Oui, on parle aussi du calendrier condensé, mais je pense que c'est des clubs qui ont toujours eu des calendriers condensés, qui sont toujours en Ligue des champions, qui se rendent toujours loin en Ligue des champions. Oui, on a eu la COVID qui, je crois, justement, est venue chambouler le calendrier, qui a fait en sorte que les clubs ont peut-être eu un peu moins de préparation pour la nouvelle saison. Mais ça reste que c'est des clubs qui sont habitués de vivre dans ces conditions-là. Alors, pour moi, mettre le doigt comme étant la raison pourquoi ces clubs-là performent, étant le calendrier condensé, étant le manque de fans dans les estrades, je suis plus ou moins d'accord. Donc oui, je pense que ça peut être une des raisons, mais je ne crois pas que c'est les seules raisons. Je pense que dans tous les clubs qu'on a nommés, il y a peut-être aussi un sentiment de confiance, je veux pas, qui commence à s'installer. Les joueurs prennent la grosse tête, les dirigeants prennent la grosse tête. Je pense que ça aussi, ça aide pas. Puis je pense que la Juventus, là, en temps cinquième, vont peut-être finir par avoir une claque au visage puis se dire qu'il faut se réveiller. Pour moi, honnêtement, l'effectif de la Juventus, quand je regarde ça sur papier, c'est zéro intéressant. Je trouve pas ça intéressant comme club. Oui, on a Ronaldo, comme Santi disait tantôt, et je pense que Ronaldo est une des raisons pourquoi la Juventus est encore cinquième. Je pense que sans Ronaldo, la Juventus serait encore plus bas au classement de la Serie A. J'ai les ai regardés jouer à quelques reprises et comme je vous dis, c'est rien d'impressionnant. Vraiment pas. Sur papier, c'est rien d'impressionnant. Je sais que je crois que c'est là 2 ans, ouais, quand on est allé chercher Mathis de Light. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, là. Il y a plein de façons de le prononcer, peu importe. On regardait l'effectif de la Juventus, puis on se disait, ouais, ce club-là est parti pour plusieurs bonnes années. Mais il n'a pas produit un peu comme il s'était attendu de lui. Puis je trouve vraiment que du côté de la Juventus, l'effectif n'est pas impressionnant. Du côté du Paris Saint-Germain, je trouve que c'est un petit peu mal géré là-bas. Je sais pas, j'essaye souvent de comprendre ce club-là. Oui, on a des bons joueurs offensivement. Après ça, défensivement, milieu de terrain, on dirait que pour moi, j'ai mes doutes par rapport à ça. Si je parle du Bayern, je trouve que le problème du Bayern, c'est qu'on a beaucoup de superstars, beaucoup de joueurs de classe mondiale qui ont justement la tête grosse puis qui savent qu'ils vont tous gagner les matchs. Donc, ils arrivent à des matchs comme la semaine dernière contre Holstein Kiel, un club de Division 2, puis on finit par perdre le match au tir au but. On a tellement la grosse tête, on a tellement confiance en nous que finalement, on s'écrase justement là, dans des matchs contre des clubs qui ont absolument rien à perdre en nous affrontant. Puis des clubs qui, tout ce qu'ils veulent, c'est mettre la pression à ces grands clubs-là. Et finalement, qu'ils réussissent à aller chercher des points, à les éliminer des coupes, justement à cause de cette grosse tête-là que les joueurs professionnels ont de toujours gagner des championnats à répétition. Puis je crois aussi qu'au Bayern, là, on a un petit problème là, en termes de tactique. Je crois qu'il peut être reflété aussi un peu à la Juventus où on veut tellement aller chercher les adversaires haut sur le terrain. On est toujours haut, puis ce qui fait en sorte qu'on se fait contre-attaquer, on prend des buts. C'est ça. Je crois que ces clubs-là ont tellement gagné récemment. Puis tout le monde dans les organisations ont des grosses têtes, ont tellement la confiance, qui font en sorte que autant que la tactique que leur manière de jouer, ils sous-estiment un peu les autres clubs, je dirais. Puis c'est fait de sous-estimer les autres clubs-là. Ça reste des clubs professionnels, les autres clubs. Et je crois que cette sous-estimation fait en sorte que les autres clubs, ça les motive encore plus, je crois. Moi, je vois peut-être
Ouais. ce déclin. Ben, on parle de déclin, mais je parle pas. C'est pas nécessairement un déclin, c'est peut-être juste une saison qui est un petit peu plus difficile. Là. Je pense que ça va finir par se replacer de toute façon. Mais c'est ça. Moi, je le vois peut-être plus par rapport à ça. Là. Si j'avais ajouté quelque chose sur ce que tu viens de dire, Émile, il faut pas oublier que le foot, au total, c'est un business. Donc, ces gros clubs-là, ils se font beaucoup d'argent sur les revenus économiques, donc par les fans et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un peu plus la grosse tête à cause de leur statut un peu dans le foot. Donc, Exact. peut-être se mettre à cause de leur manque de performance, on peut peut-être le voir par une égalité. Ils sont un peu plus ramenés vers le bas Ouais. par le manque de fans, le manque de support, le manque d'argent, en fin de compte, parce qu'on voit que les Barça perdent beaucoup d'argent en ce moment aussi. Ils ont des grosses dettes et tout ça. Donc, ils sont ramenés sur un piédestal qui est égalitaire aux clubs qui sont plus bas. Donc, comme à la Super Coupe d'Espagne, je ne sais pas si Santi, tu l'as regardé hier, la finale, le Barcelone a perdu 3-2 contre l'Athletic Bilbao, qui est un club qui est en 12e place en ce moment dans la Liga espagnole. Donc, ça prouve aussi que être ramené sur un point égalitaire, au final, c'est 11 humains contre 11 humains. C'est pas des superstars, c'est pas des extraterrestres. Donc, le fait de dégonfler leur statut, ça met beaucoup plus de compétition, tout simplement. Oui, non, c'est ça, exact. Puis je suis bien d'accord avec ce point-là, Marc. Je pense que justement, les circonstances actuelles aussi font en sorte que tous les clubs s'égalisent un petit peu en termes de comme tu dis, là, de business. Puis je pense que ça paraît. Au moins, moi, je trouve ça quand même le fun parce que ça rend tous les championnats un petit peu plus intriguants, un petit peu plus stressants, je pourrais dire, là, avec plus d'enjeux qu'auparavant où on voyait des clubs qui, dès la 10e journée, avaient 10 victoires en 10 matchs, puis on savait déjà qu'il allait tout rafler jusqu'à la fin. Donc, au moins, je trouve que ça a peut-être ce petit avantage-là de renfermer les championnats pour les rendre encore plus intrigants. Fait que c'est dommage pour ces clubs-là qui dominent depuis longtemps, mais en même temps, justement, je pense que ça va leur faire prendre conscience qu'ils ont du travail à faire, que c'est pas parce que ça fait 8 ans que tu gagnes le championnat que c'est terminé et que tu vas tout gagner les championnats pour les 20 prochaines années. Fait que je pense que pour ce point-là, c'est quand même des choses qui sont bien. Pour nous, les partisans aussi, c'est le fun à regarder des championnats où il n'y a rien de décidé encore, où il y a des courses au titre. C'est toujours ça qui est le fun en tant que partisan de foot. Fait que, on peut s'entendre aussi là-dessus, je pense, pour dire qu'au moins, ça rend les championnats un petit peu plus amusants. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose là, par rapport à ce débat-là. Non, Santi, pour tu moi. avais l'air à vouloir parler, Santi. Ben, mais c'était plus pour venir au pari, mais c'est juste que j'avais regardé combien de matchs Mbappé et Neymar avaient joué. Ouais. Mbappé, il en a joué 16. Il était partant dans 12 matchs sur 20. Neymar, 8 sur 20. Il a joué 8 matchs sur 20. Donc, c'est une des raisons pourquoi je pense que le Paris performe moins. Leurs deux super étoiles ils jouent pas ensemble. Neymar blessé, il fait la fête même pendant la COVID. Pas la tête dans le soccer nécessairement tout le temps. Ouais. Mais moi, je pense, pour revenir un peu à ce que vous dites, que la situation fait en sorte que les clubs s'égalisent un peu, mais ça reste quand tu joues au Real Madrid, tu gagnes 6-7 millions par année, tu as l'obligation de taper toutes les équipes. Tu ne peux pas perdre contre Bilbao en demi-finale de Supercoupe. Toi, en tant que joueur du Barça, tu ne peux pas te permettre de perdre une finale comme ça contre une équipe qui est 12e de la Ligue d'Espagne, qui n'est pas une bonne ligue. Tu me dis, tu te perds contre le 12e de la Ligue d'Angleterre, ça se peut, là, tout le monde est semblable. C'est Arsenal, je crois. Je pense que c'est Arsenal 12e. Okay, non, mais c'est ça. Moi, Emile, j'ai rien d'autre à ajouter. Je trouve ça cool. En plus, un collaborateur qui fait des recherches comme ça, comme Santi, c'est très fort. Je sais pas, moi, je pense que ça conclut aussi ce segment-là. Emile, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, non, c'est ça, 100%. Fait que ce segment-là, on peut le conclure avec ça. Fait que les gars, merci là, pour aujourd'hui. Vous êtes prêtés au jeu avec nous. Ça a été bien le fun de vous recevoir, avoir ces discussions-là avec vous. Je pense qu'aussi que Arnaud a pris bien du plaisir. Fait que, un gros merci pour votre présence, pour vos recherches très poussées sur Neymar et Mbappé. Sur un chandail magnifique de Chelsea. Non, mais en vrai, merci les gars pour votre présence, pour ces débats-là. Puis on va se revoir très bientôt là, sur le, j'aimerais dire dans le studio, mais on va dire on se dit à la prochaine, les bientôt boys. en Zoom. Fait que, à la prochaine, les gars. C'est good. Merci. Merci pour les boys. Bon.
OK, fait que c'est ça. Super belle discussion. Comme tu l'as dit, j'ai adoré ça. Ça a été sympathique, changer un peu de sport. C'est Addict Sport, mais on devrait mettre sport avec un S. Là, on fait un survol de plusieurs sports. Après ça, je vais glisser un mot, mais peut-être là, comme vous l'avez vu, on a eu un partenariat là, avec UFC Hockey là, qui est arrivé cette semaine. Il y a plein d'autres belles choses qui s'en viennent, des concours. On va beaucoup. On va essayer d'entrer en contact beaucoup avec vous, le public. Fait que moi, c'est ce que j'ai à dire. Puis je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais pour moi, c'est ça. Puis encore une fois, c'était un plaisir. Puis j'aimerais ça remercier Antoine Castonguay qui nous fait un super montage là, pour les épisodes. Le travailleur de l'ombre. Exact, le travail de l'homme. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si on avait quelque chose. Mais... Non, c'est ça, tu as tout dit, là, des belles choses qui s'en viennent. Là, on est bien content de ce début d'aventure-là avec vous. On aime aussi là, continuer à nous répondre. Là, on aime ça. On reçoit des messages aussi là, d'encouragement et tout. Fait que merci pour votre soutien, merci pour votre engouement par rapport à tout ça. Puis on lâche pas, on continue. Plein de belles choses qui arrivent, comme Arnaud dit. Fait que on se revoit la semaine prochaine avec un nouveau sujet, des nouveaux collaborateurs, puis ben du fun encore. C'est bon. Ciao! Salut tout le monde!